Merci d'être avec nous, Daniel Salmon, et de nous accompagner pendant cette première demi-heure. Élodie Lévy-Laine, membre du groupe Écologiste Solidarité et Territoire ici au Sénat. On va bien sûr parler du projet de loi énergie renouvelable qui arrive cet après-midi dans l'hémicycle. Mais d'abord, Sainte-Soline, ce week-end, et on a vu ces affrontements autour de ce projet de bassine dans les Deux-Sèvres. Les militants qui ont prévenu de revenir aujourd'hui, c'est le jour de la reprise des travaux. Est-ce que vous les encouragez à revenir sur place ? Écoutez, je vais prendre les choses un peu autrement. La gestion de l'eau est une gestion capitale. Tout le monde vivant a besoin de cette eau. On sait qu'elle nous fait cruellement défaut. Après cet été très très sec, ce mois d'octobre qui a vu les précipitations, il manque 30 à 40% des précipitations. Donc il faut qu'il y ait un réel débat démocratique. Il faut que toutes les parties prenantes soient entendues. Et ce n'est pas le cas dans les Deux-Sèvres et dans la Vienne non plus. Donc pour vous, c'est un problème démocratique ou c'est un problème... Est-ce que ces bassines, pour vous, ce sont un problème ? Est-ce que vous comprenez les agriculteurs qui disent on stocke de l'eau quand il y en a pour pouvoir arroser nos cultures quand il n'y en a pas ? Bien entendu, il faut de l'eau. On ne peut pas être contre l'irrigation, mais il faut une irrigation raisonnée. Pas une irrigation comme elle se fait aujourd'hui ou comme elle va se faire demain, avec ces bassines qui sont quand même des immenses cratères qui sont creusés. Il faut voir un peu la dimension, 10 hectares, 18 hectares, 8 mètres de profondeur. Ça part d'un espèce de mensonge en disant ça va se remplir avec l'eau de pluie. Alors quand les gens entendent eau de pluie, ils pensent que c'est simplement l'eau qui tombe qui va les remplir. Pas du tout. Il tombe moins d'1 mètre de précipitation par an dans ces régions-là et les bassines font 8 mètres de profondeur. On voit tout de suite qu'il y a un léger sujet. Donc on va pomper dans les nappes phréatiques. On nous dit que ces nappes phréatiques se renouvellent et qu'en hiver, elles sont en excès. Sauf que ça fait à peu près 30 ans qu'elles ne sont jamais en excès. Et qu'on pompe dans les nappes superficielles, c'est-à-dire de l'eau qui est perdue. Alors, on nous dit qu'elle va être perdue. Perdue pour qui et pourquoi ? C'est à voir. Et surtout, on a une incapacité à se projeter dans l'avenir. Je vous le dis, on vient de connaître un été très très sec et ça va se reproduire. Donc, ces grandes bassines, on le sait, elles vont être remplies sans faire vraiment attention aux préconisations, aux exigences de la préfecture. Et on ne sait pas qui fera les contrôles. Donc vous êtes contre le principe de ces bassines. Est-ce que vous demandez au gouvernement, puisque vous le dites, ça va se reproduire, ces sécheresses a priori, est-ce que vous dites au gouvernement, il faut une nouvelle politique de gestion de l'eau dans le pays ? Clairement, très clairement, et ça interroge le modèle agricole, ça interroge ce que l'on va faire pousser dans ces régions qui deviennent de plus en plus sèches. Le maïs est une plante qui est très exigeante en eau et qui pousse au moment justement où il y a pas d'eau. C'est pour ça qu'on fait de l'irrigation. Donc il faut s'interroger sur ce maïs qui est pour une grande partie dédié à l'exportation. On nous parle de souveraineté alimentaire. Ce maïs part à l'exportation pour une grande partie. Donc arrêter les cultures trop gourmandes en eau pour vous ? Très clairement, il faut en conserver un peu parce qu'il y a un équilibre à trouver pour nourrir les animaux d'élevage que nous avons. Mais on sait que lorsque l'on nourrit avec du maïs, c'est aussi du soja brésilien qu'on va importer. Donc ça veut dire des quotas, si on vous suit, des quotas pour alimenter le marché intérieur, mais stop aux exportations de cultures trop gourmandes en eau, c'est ça ? Oui, il faut revenir sur de la polyculture élevage, parce qu'on est dans des régions également où on ne fait que de la céréale, que du maïs. Il faut revoir ce modèle-là qui nous emmène droit dans le mur. Sur ce qui s'est passé ce week-end à Sainte-Soline, puisqu'il y a eu des affrontements lors d'une manifestation interdite, il y avait des écologistes présents sur place, Yannick Jadot, Sandrine Rousseau. Est-ce que c'est la place d'élus d'aller dans des manifestations qui sont interdites par la préfecture ? Alors c'est la place des élus d'être là où il y a vraiment du débat, ou une absence de débat justement, parce que si on en arrive là, c'est parce qu'il n'y a pas eu de débat démocratique. Et je pense que cette manifestation est légitime, même si elle n'est pas légale. On est là dans une forme de résistance. Bien loin des propos du ministre de l'Intérieur qui parle d'éco-terrorisme. Ça vous a choqué, ça ? Complètement. On est en train de galvauder le terme terrorisme. Terrorisme, ça va avec terreur. Est-ce qu'il y avait de la terreur ? Pas du tout. Effectivement, il y avait de l'affrontement. Moi, je condamne la violence, mais on comprend aussi... Il y a eu des dégradations, des gendarmes blessés ? Oui. Pour vous, on ne peut pas parler d'éco-terrorisme ? Pas du tout, pas du tout. Et il y avait là des familles, il y avait là de nombreux agriculteurs du secteur. Donc, effectivement, il faut trouver des lieux de débat pour éviter que ça se termine comme ça. Et vous les condamnez, ces dégradations et ces attaques envers les forces de l'ordre ? Oui, je vous l'ai dit tout de suite. La violence n'est pas une solution, mais lorsque on a un mur devant soi, lorsqu'il n'y a plus d'issue possible et qu'il n'y a plus de débat, parce que là, on est quand même dans une privatisation de l'eau. Il faut dire que c'est quand même 72 millions qui sont investis, 70% d'argent public pour à peu près 200 agriculteurs. Effectivement, là, on a vraiment tous les autres agriculteurs du secteur qui se disent « Eh bien, on va nous pomper nos nappes phréatiques
pour l'intérêt de quelques-uns. Et c'est pas possible. L'eau est un bien commun qu'il faut répartir équitablement. Donc ça veut dire, vous dites, il faut continuer la mobilisation pour empêcher ce chantier. Les travaux vont reprendre aujourd'hui. Vous demandez quoi à l'État, vous ? Complètement. Il faut continuer la mobilisation. On l'a vu avec Notre-Dame-des-Landes, vous vous rappelez. Aujourd'hui, le transport aérien est vraiment en berne. On aurait l'air malin avec un nouvel aéroport. Donc ça veut dire que comme à Notre-Dame-des-Landes, vous encouragez la création d'une ZAD sur place ? Pas forcément la création d'une ZAD, mais il faut qu'il y ait une mobilisation qui perdure. Sur place. Parce que, effectivement, on va se rendre compte, dans quelques années, que nous avions raison. Sur ce qui s'est passé samedi, Yannick Jadot a retrouvé l'inscription crevure, je cite, sur la voiture avec laquelle il est venu manifester. Pour Sandrine Rousseau, je la cite, « Il paye la manière dont il présente l'écologie. Ça interroge des manifestants qui, eux, s'engagent pleinement dans ces luttes-là. » Qu'est-ce que vous pensez de cette réaction de Sandrine Rousseau ? Je trouve qu'elle n'est pas à la hauteur. On est tous ensemble sur un combat qu'il faut mener le plus collectivement possible. On a toujours eu des divergences avec certains activistes également, mais on a aussi une convergence vers des combats. Donc, ça n'a pas lieu d'être. Elle est allée trop loin, elle aurait dû soutenir Yannick Jadot pour vous ? Bien entendu, Yannick Jadot, il est là depuis le début de la lutte contre les bassines, donc on ne peut pas lui faire porter le chapeau sur ces journées qui ont été difficiles. Est-ce que ça ne montre pas qu'il y a un clivage au sein de votre parti entre une écologie radicale prônée par Sandrine Rousseau et une écologie peut-être plus raisonnable, une écologie de gouvernement défendue par Yannick Jadot ? Moi, je reprendrai des mots qui disent que la radicalité, c'est donner de l'espoir. Donc il faut donner l'espoir, il ne faut pas se contenter d'être dans une niche. Et il faut vraiment qu'on embarque la population avec nous. Et donc, il faut essayer de prendre plus large. Effectivement, il y a du débat chez nous. Eh bien, on aura un congrès. Vous êtes plutôt sur la ligne radicale. Il faut... La radicalité, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Moi, je suis radical parce que j'estime qu'il n'y aura pas de lutte contre le réchauffement climatique s'il n'y a pas de justice sociale. Ça, c'est de la radicalité. Il va falloir prendre l'argent là où il est. Ça, c'est très clair. C'est-à-dire vous savez qu'il y a quand même... Les riches se sont enrichis depuis des décennies. Et surtout, ces dernières années, c'est une explosion de leurs revenus. Donc, effectivement, il va falloir partager. C'est le maître mot aujourd'hui. Et du coup, vous dites qu'il y aura un congrès, effectivement, dans quelques semaines à Europe Écologie Les Verts. Quelle ligne vous soutenez, vous ? Qui vous soutenez dans ce congrès ? Je me suis inscrit sur la motion qui est portée par Marine Tondelier, parce que je pense justement qu'on a intérêt à être le plus rassemblés aujourd'hui, parce que nous avons des défis devant nous et les Français nous attendent. Et ils ne nous attendent pas sur des bisbilles, ils nous attendent sur le fond, et parce que le réchauffement climatique est là, il n'est pas là pour 2050 ou 2100, hélas. Et justement, on va parler du fond, on va parler de ce que va faire le Sénat cet après-midi, c'est-à-dire l'examen de ce projet de loi pour accélérer le développement des énergies renouvelables. On va voir ce que contient ce texte avec Steve Jourdain. Bonjour Steve. Bonjour Yann, bonjour monsieur le sénateur. Bonjour. Et Steve, le Sénat examine donc à partir d'aujourd'hui le texte du gouvernement sur les énergies renouvelables. Que contient ce projet de loi ? Des mesures d'urgence pour rattraper notre retard en matière d'énergie renouvelable. La France est le seul pays européen à ne pas avoir atteint ses objectifs pour 2020. Les objectifs de chaque pays avaient été fixés par la Commission européenne en 2009 en tenant compte de leur potentiel. Nous devions être à 23% de part d'énergie renouvelable dans notre consommation d'énergie. Nous n'avons atteint que 19% en 2020. Pour rattraper ce retard, Emmanuel Macron va aller beaucoup plus vite. Écoutez-le. 3 ans pour un projet photovoltaïque, c'est un bon objectif. Pour les petits projets, on doit même faire plus rapide. Et je veux à cet égard qu'on aille 2 fois plus vite, au moins, pour les projets renouvelables. Au moins 2 fois plus vite. Et c'est possible. Pour aller plus vite, le gouvernement veut donc adapter de manière temporaire les textes. Il veut simplifier et assouplir les procédures administratives. Oriane. Et qu'en pensent les sénateurs ? Ils partagent le constat. Il faut accélérer le déploiement des énergies renouvelables, mais les sénateurs se méfient d'un choc de simplification qui serait trop violent. Ils veulent que les élus locaux aient un droit de regard sur le déploiement des projets. Concrètement, le Sénat propose 129 amendements. La mesure la plus forte consiste à introduire dans la loi un genre de droit de veto des maires. Ce sont eux qui définiront en amont les zones d'installation des projets. Avant même que le gouvernement ne prenne ses décrets, les maires pourront ensuite dire oui ou non aux projets d'énergie renouvelable qui sont proposés. Et ce oui ou ce non s'imposera au gouvernement et à l'État. On pense là surtout aux projets d'installation d'éoliennes qui suscitent parfois des oppositions au niveau local, Oriane. Et justement, sur les éoliennes en mer, les sénateurs proposent une règle simple. Oui, pas d'éoliennes en mer à moins de 40 km du rivage. L'idée est de privilégier les zones d'implantation situées
situés à une distance acceptable pour les populations. L'objectif, ne pas installer de barrières d'éoliennes trop proches des côtes. Évidemment, cette règle des 40 km ne s'applique que si la technologie le permet. Et puis, parmi les modifications apportées par le Sénat au texte du gouvernement, on trouve aussi en vrac de nouvelles dérogations procédurales temporaires à l'installation des projets, la création d'un fonds de garantie pour couvrir les risques contentieux des porteurs de projets ou encore l'implantation de modules photovoltaïques sur les voies ferrées. Monsieur le sénateur, le Sénat a fait le job avec ce texte proposé par les commissions. Est-ce qu'il a amélioré le texte du gouvernement? Est-ce que ça va permettre d'accélérer la transition énergétique? 3 questions en une. Oui, je vois ça. Eh bien, écoutez, il a fait un certain job. Il y a eu des amendements qui vont dans le bon sens. Par exemple, dans les contrats long terme, c'est quelque chose qui a été amélioré pour qu'il y ait un meilleur investissement, une meilleure appropriation des projets éoliens. Il faut que les élus locaux, les collectivités territoriales puissent s'en emparer. Et c'est le cas avec ces contrats long terme. Donc nous sommes satisfaits d'un certain nombre de points. Cette loi, elle va dans le bon sens puisque elle répond à nos attentes. Le projet du gouvernement va dans le sens de la simplification, accélération qu'on demande depuis des décennies. Par contre, on s'interroge sur le timing puisque ça arrive avant la PPE qui arrivera l'année prochaine et avant également le débat sur le nucléaire. Donc, je pense que là, on aurait pu faire beaucoup mieux et plus pertinent. Par contre, eh bien, il faut prendre ce qui est là. Et aujourd'hui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous ne sommes pas dans la trajectoire pour les énergies renouvelables. Donc, il faut y aller. Par contre, là, vous disiez, est-ce que le Sénat a fait le travail? Le Sénat a fait une partie du travail, mais d'un côté, il a amélioré, mais d'un autre côté, il bloque complètement. Puisqu'avec ce veto pour les maires, eh bien, on voit bien que dans une majorité de cas, eh bien, il n'y aura pas d'éolien terrestre. Alors, on comprend bien, les écologistes ne voteront pas ce texte en l'état à cause de ce droit de veto qui serait accordé aux maires. Complètement. Est-ce que l'on veut... C'est ça le point bloquant pour vous? Ben complètement. Complètement. Avec ces 2 points, mais le principal est le droit de veto des maires et l'autre, ce que vous avez expliqué tout à l'heure, les 40 km pour l'éolien en mer. Avec ces 2 éléments-là, ça veut dire que l'on bloque l'éolien et même une partie du photovoltaïque et qu'on n'arrivera jamais à rattraper ce retard. Et on sait aujourd'hui pertinemment que c'est dans les quelques années qui sont devant nous que nous devons accélérer pour vraiment sortir au plus vite du fossile. Le réchauffement climatique n'est pas pour 2100, comme on le disait tout à l'heure, il est là et il faut agir. Et ce n'est pas avec le nucléaire, j'en profite à chaque fois pour en parler, que nous atteindrons ces objectifs-là. D'abord, la moitié des centrales sont encore pratiquement à l'arrêt et le nouveau nucléaire, en espérant qu'il arrive, enfin, certains espèrent qu'il arrive, ne sera pas là avant 2035. On va parler du nucléaire, mais sur ce droit de veto des maires, vous savez qu'il y a des problèmes d'acceptabilité des éoliennes. Est-ce que c'est pas normal que ce soit les élus locaux qui aient le dernier mot sur ce qui se passe dans leur commune? Nous sommes dans un pays où nous devons avancer ensemble. Ça ne peut pas être jupitérien. Ça ne peut pas être le maire local, je ne vais pas enlever petit parce que c'est péjoratif, le maire local qui décide non plus. Lorsque l'on fait une autoroute, lorsque l'on fait des grands travaux, effectivement, il y a des décisions qui sont prises au niveau national. Nous sommes là pour qu'il y ait une convergence entre les vues des élus locaux et le niveau national, bien entendu. Et pour cela, il faut une planification. Nous appelons à une meilleure répartition. Mais il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui décide, in fine. Et pourquoi ça ne serait pas le maire plutôt que le préfet? Eh bien, on va avoir des exigences au niveau régional, dans les SRADET. Ça va se concrétiser au niveau local, avec des demandes appuyer pour qu'il y ait des projets. Il faut trouver les zones qui sont les meilleures et à un moment, il faut décider, effectivement. Et je pense que, sérieusement, vu les enjeux qui sont devant nous, c'est pas seulement le maire de la commune qui peut dire « je ne veux pas d'une éolienne ici », surtout qu'il y a un terme qui apparaît, la visibilité. On est dans un flou artistique, la visibilité. Qu'est-ce que ça veut dire? L'éolienne, si elle est vue de 30 km, c'est le maire qui est à 30 km qui va dire « non ». Non, mais c'est pas sérieux. Dans cette mesure, justement, sur le droit de veto, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose comme une mesure électoraliste à moins d'un an des sénatoriales? Oh, je ne me serais pas permis de le dire, mais quand même, on peut le penser. Les élections arrivent, un certain nombre de maires pour répondre
à une petite partie de la population, parce que lorsque l'on interroge sur le fond les citoyens français, lorsque l'on leur montre que c'est l'intérêt non seulement national, mais c'est l'intérêt planétaire de développer les énergies renouvelables, les citoyens français sont capables d'entendre ça. Et à partir du moment où il y a un partage de la valeur, parce que c'est quand même un des éléments importants de cette loi, le partage de la valeur, et que tout le monde s'y retrouve, pas seulement les investisseurs, eh bien, je pense qu'on peut avoir une adhésion très forte du public là-dessus. Il y a un autre point toujours sur cette question de l'acceptabilité, qui est que pour favoriser l'acceptabilité, il y a des ristournes qui seront accordées aux riverains qui sont à proximité de ces infrastructures. Ils auront une facture d'électricité moins chère. Ça, c'est ce qu'il y a dans le texte du gouvernement. Le Sénat dit non, il faut que cette ristourne aille aux collectivités. Quel est votre avis là-dessus ? Et pour une fois que le Sénat parle collectif, je trouve ça très très bien. Nous aussi, on est pour que ça aille aux collectivités. Mais on sait aussi que les Français attendent quelque chose qui vienne directement, je ne veux pas dire dans leur poche, mais à peu près quelque chose comme ça. Alors, le chèque, on n'est pas forcément, nous, on n'est pas très favorable parce que ça va être difficile à mettre en place. Par contre, il y a deux éléments qui sont importants. C'est d'abord l'obligation pour les développeurs de projets d'ouvrir leur capital à tous les citoyens d'un périmètre concerné. Ça permet déjà une appropriation. Par contre, on le sait, tout le monde n'est pas en capacité d'investir. Donc, nous, ce que nous demandons, et on va porter un amendement dans ce sens-là, ce sont l'obligation pour le développeur d'apporter des parts gratuites aux riverains dans un périmètre donné, des parts gratuites de la société. Là, on a une vraie appropriation qui ramènera quelques dividendes et qui vraiment aura du sens pour nous, plus qu'un chèque qui n'incite pas plus que ça à regarder le projet avec un œil positif. Alors, vous nous dites ce qui bloque chez vous, ce qui bloque les écologistes au Sénat, c'est cette question du droit de veto et des 40 km. C'est des points qui ont été introduits par les sénateurs, qui ne figurent pas dans le texte du gouvernement. Est-ce que ça veut dire que les écologistes pourraient voter ce texte du gouvernement, et notamment à l'Assemblée nationale ? Ah ben, on l'espère. Parce que le gouvernement est contre le droit de veto et les 40 km. Tout à fait. Bon, on a des discussions avec le gouvernement également pour voir comment ils apprécient ce qui se passe au Sénat. On sait que ce droit de veto fait bondir. Et donc, nous espérons bien que, à l'Assemblée nationale, on revienne à un texte qui aille dans le bon sens. Donc, on sera vigilant. Mais dans le bon sens, ça veut dire quoi ? Ça veut dire uniquement sans ces deux points ou il y a d'autres conditions ? C'est surtout ces deux points-là qui sont vraiment bloquants, puisqu'on a eu des avancées, parce que nous, il n'était pas question pour nous de brader la biodiversité et les droits environnementaux pour développer les énergies renouvelables. Tout cela doit aller dans le même sens, et même nous voulons qu'il y ait une reconquête de la biodiversité grâce aux énergies renouvelables, et ce n'est pas du tout contradictoire. Donc un accord est possible sur ce texte ? Un accord est possible à l'Assemblée nationale, on verra comment ça sort. Merci Steve. Tout à l'heure, on parlera des divisions à gauche, justement. Et tout à fait, ça sera dans le club dans une demi-heure. Sur le nucléaire, puisque vous en parliez, puisque en même temps qu'il y a ce texte sur les énergies renouvelables, il y a le texte sur le nucléaire qui est présenté ce matin au Conseil des ministres. Ça aussi, ça vise à simplifier les procédures pour accélérer la construction de réacteurs. Emmanuel Macron, il veut 6 nouveaux réacteurs EPR de nouvelle génération avec une option sur 8 autres. Est-ce que c'est un texte que vous pourriez soutenir sur le principe ? Clairement, non. Nous ne voulons pas de l'accélération du nucléaire puisque nous voulons en sortir. Et puis, comment voulez-vous l'accélérer ou le simplifier aujourd'hui, alors que l'EPR de Flamanville devait entrer en action en 2012 et il ne tourne toujours pas aujourd'hui. Et là, ce n'est pas une histoire de simplification qui va le faire fonctionner. C'est une histoire de technologie et de sûreté. Donc, le nucléaire, aujourd'hui, n'est pas dans la compétition. On sait que 98% des nouvelles capacités de production d'électricité dans le monde installées sont des productions renouvelables. Le nucléaire, c'est 0,5% de ce qui s'installe en ce moment. Donc c'est peanut, et c'est pas avec le nucléaire qu'on va lutter contre le réchauffement climatique. Mais comment on en sort du nucléaire alors qu'on aura de plus en plus besoin d'électricité pour sortir des énergies fossiles ? Le maître mot qui est réapparu dans le vocabulaire, c'est le mot sobriété. Effectivement, on ne peut pas continuer dans le mode de développement que nous avons eu depuis des décennies, non seulement parce qu'on n'a pas assez d'énergie, mais parce que la biodiversité s'effondre et parce qu'on est en train d'épuiser toutes les ressources naturelles. Donc il faut effectivement freiner, il faut aller sur une sobriété partagée, avec de la justice sociale, bien entendu. Et à partir de là, une fois qu'on a bien réduit nos consommations, eh bien, le 100% renouvelable est tout à fait possible. Comment vous allez vers la sobriété ? En 2035, il y a interdiction, par exemple, des voitures à moteur thermique. Il n'y aura plus que des voitures électriques. Comment vous allez vers la sobriété et vers moins d'électricité ? Je suis content de vous entendre, parce que là, ce que vous faites, c'est un gros raccourci. Ce n'est pas vrai du tout. C'est-à-dire qu'en 2035, c'est l'interdiction de vendre des véhicules neufs électriques. Les véhicules ça, on thermiques... est d'accord, mais ça veut dire que les gens achèteront de plus en plus de véhicules électriques et que donc il y aura besoin de plus en plus d'électricité. Pas forcément, parce qu'il faut réinterroger nos mobilités. Et ce qui se fait aujourd'hui
ce qu'on appelle l'autosolisme, toutes ces personnes qui sont contraintes de prendre leur voiture le matin pour aller au travail en étant tout seul dans sa voiture. Les comptages auprès de la métropole de Rennes, c'est sur 100 véhicules le matin, 103 personnes de transportées, 97 sont avec une seule personne. On ne va pas pouvoir continuer comme ça, d'abord parce que ça ne va pas dans l'intérêt de l'individu puisqu'il se retrouve pris dans des bouchons tous les matins. Donc, il faut aller vers le partage, il faut remplir les voitures, il faut développer notre réseau ferroviaire qu'on a complètement laissé à l'abandon, il faut aller vers des transports en commun et puis développer, pour les gens qui sont en périphérie des villes, les déplacements alternatifs, les déplacements doux. Donc, il y a moyen, je n'ai pris que le prisme du transport, parce que vous l'avez abordé, mais il y a moyen de faire autrement. Effectivement, il va falloir sortir du fossile, mais on ne pourra pas électrifier comme dans le schéma qui s'est développé depuis les 30 Glorieuses. On va parler météo, on va parler climat, puisque vous l'avez dit, en ce moment, le mois d'octobre est le plus chaud qui a été enregistré. On va aller à Rennes, chez vous, pour en parler. On retrouve Yves-Marie Robin, qui est journaliste chargé du secteur politique à Ouest France. Bonjour Yves-Marie, merci beaucoup d'être avec nous. Et vous revenez justement sur ce mois d'octobre et ces températures historiquement douces. Effectivement, c'est tout sauf une surprise au regard de la douceur de ces derniers jours. Selon une information de Météo France diffusée hier midi, octobre 2022 a été le mois d'octobre le plus chaud en France depuis le début des mesures météorologiques en 1945. La température moyenne s'établit à 17,2, soit 3,5 degrés de plus que la normale. Il a fait particulièrement chaud du Pays Basque à l'Alsace, en passant par l'Aquitaine, le Midi-Pyrénées, le Limousin, l'Auvergne, le Lyonnais et une bonne partie de la Bourgogne. Les précipitations, elles, sont globalement en recul de 37% par rapport à la normale, et ce déficit dépasse même les 70% de l'Aquitaine à l'Occitanie, en passant par la Provence, Alpes-Côte d'Azur et la Corse. Signe d'un dérèglement climatique, Moutz, dans le Doubs, surnommée la commune la plus froide de France, n'a enregistré aucune gelée le mois dernier, une première depuis 1880. Et d'après les calculs d'Étienne Capiquian, lui aussi prévisionniste à Météo France, cette année 2022 présente une anomalie de 1,6 degré, de plus 1,6 degré sur la période de janvier à octobre. Alors, Monsieur Salmon, les températures augmentent, les précipitations se raréfient, notamment en Ille-et-Vilaine. Le scénario catastrophe a-t-il déjà commencé? N'est-il déjà pas trop tard pour agir? Heureusement, il n'est jamais trop tard pour agir. Il faut effectivement prendre conscience que le réchauffement est déjà là et qu'il faut s'adapter et s'adapter rapidement. Comme on n'a rien fait pendant de longues années et aujourd'hui la transition doit se faire sur une très courte durée, c'est là que ça va être effectivement difficile. Mais on doit aller vers là et on doit vraiment s'interroger sur toutes ces cultures qui sont très très gourmandes en eau, puisque on voit bien que ce réchauffement climatique s'accompagne de sécheresses de plus en plus importantes. Et là, on est très très inquiet sur la recherche des nappes phréatiques pour l'été prochain. Donc effectivement, il faut s'adapter aujourd'hui, il faut changer de modèle, il faut revoir nos consommations. Et puis à voir également dans Ouest France, Yves-Marie, ce dessin de Chonu, son regard sur l'actualité. C'est effectivement un dessin de Chonu qui montre ce matin une Joconde protégée par un kawaii au Louvre. Monsieur Salmon, que pensez-vous de ces activistes jetant de la soupe ou de la purée sur les œuvres d'art? Écoutez, je suis sans doute comme vous, je rencontre de nombreux jeunes qui sont dans l'éco-anxiété, des jeunes qui ne veulent plus avoir d'enfants parce que l'avenir pour eux est trop incertain, voire même très certainement catastrophique. Et donc, c'est cette éco-anxiété qui fait agir, qui fait aller vers des actes de ce type-là. Écoutez, est-ce que c'est la bonne action? Là, il n'y a pas de dégâts puisque c'était protégé par du verre. On peut s'interroger parce qu'on attaque la culture. Donc voilà. Mais c'est la bonne action ou pas alors du coup pour vous? La bonne action, moi je ne serais pas allé dans un musée. Personnellement. Après, ces jeunes, effectivement, ils essayent de faire réagir parce que ce qui se passe aujourd'hui, on ne le découvre pas. Les études s'empilent depuis des décennies et on va toujours vers une augmentation des productions de gaz à effet de serre. Donc, effectivement, il y a un désespoir qui s'empare de cette jeunesse et ce désespoir, il va se concrétiser avec de nombreuses actions qu'on peut appeler de résistance. Parce que M. Darmanin pourrait parler encore d'écoterrorisme dans ce cas-là. Ce sont pour moi des actions de résistance et d'interpellation parce qu'on ne va pas assez vite.
Merci Daniel Salmon et merci Yves-Marie Robin. On regarde la une de Ouest France. Tout autre sujet, ce sont les États-Unis. À la une de Ouest France, aux États-Unis, le poids du découpage électoral alors que la semaine prochaine auront lieu les élections de mi-mandat. Merci beaucoup. Merci Yves-Marie Robin d'avoir été avec nous et merci Daniel Salmon. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pendant cette